Alors nous revoilà, désolé pour la petite interruption, on a eu un petit problème technique. On va partir sur la conférence, donc comme je disais, on va vous présenter plusieurs conférences et je tenais à remercier du coup les différents acteurs de cette conférence, des streams, qui nous a permis, au vu du complexe, de pouvoir faire ça à distance. Bonjour à tous. Et du coup, je me présente, je m'appelle Dylan Pinto, je vais vous présenter le sujet du Green IT, la responsabilité du numérique vis-à-vis de notre environnement et de notre monde. Je travaille chez DCM ATM, c'est une société à Nanterre. Je vous invite au travers de la conférence, envoyer directement des questions dans le chat si vous avez des questions, si vous vous posez quelques questionnements. Vous pouvez aussi me contacter avec grand plaisir via mes réseaux sur LinkedIn ou directement par mail. Puis on va y aller. Alors, qu'est-ce on va parler? On va parler. Alors, au sommaire, on aura l'état des lieux du numérique de la planète, qui est l'impact de l'environnement sur notre planète, l'impact et le développement durable sur celle-ci. On va parler ensuite de quelques anecdotes et quelques projets qu'ont des sociétés et des projets qui sont bons et bénéfiques pour notre environnement. Puis enfin, on parlera de bonnes pratiques d'un point de vue en tant que collaborateur, en tant que responsable informatique. Donc, comme on dit, comme disait Aldous Huxley, les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore. En état des lieux, on va faire tout d'abord séparer ce début de présentation dans un constat planétaire, d'un point de vue général, sans forcément parler du numérique, puis parler ensuite de l'impact du numérique sur l'environnement. Puis à la fin, la mise en place du numérique responsable. Qu'est-ce que c'est que le numérique responsable? Dans notre planète, à la suite de l'impact qu'on a sur l'environnement, on a, on fait, on est relativement, on crée des gaz à effet de serre, donc du CO2, qui est lié aux énergies, les deux tiers aux énergies fossiles, donc les énergies que nous créons et que nous faisons pour pouvoir faire marcher notre environnement. Le CH4, qui est l'intensification des élevages. Ensuite, il y a le cycle de l'eau, donc tout ça est impacté c'est nous qui impactons ça sur l'environnement, le cycle de l'eau, la hausse des températures, à savoir que des études qui ont été menées qui disent que d'ici 2100, on aura une augmentation de 1 à 5 degrés, soit la même augmentation que depuis la fin de l'ère glaciaire, qui s'est terminée il y a 20 000 ans. Des catastrophes climatiques qui est liée à l'augmentation des catastrophes, la migration de certaines espèces qui peuvent être dangereuses pour l'homme, typiquement le moustique tigre qui migre dans des climats où il n'était pas censé être. Les ressources naturelles. On produit en 2020 presque, on se sert de ces ressources naturelles pour pouvoir construire, pour pouvoir créer et continuer de produire ce que nous produisions. En 2020, il est presque impossible aujourd'hui de trouver de l'or ou de l'argent à l'état naturel. Quel domaine? Dans l'état des lieux, c'est le développement durable. Le développement durable, c'est un impact sur la société, un impact sur l'économie et un impact sur l'environnement. Par exemple, quand on parle de société, on parle de réfugiés climatiques qui sont liés à cette évolution climatique, des effets qui peuvent paraître néfastes sur la santé de tout le monde. D'un point de vue économique, ça peut engendrer des conflits politiques, des conséquences liées à des catastrophes naturelles. Dans l'environnement, on voit une perte de la biodiversité, à savoir qu'on a plus de 20 000, on a environ 20 000 espèces qui s'éteignent chaque jour liées à cette évolution de l'environnement. On arrive aussi à l'épuisement des ressources naturelles, comme je vous ai dit précédemment. On retrouve depuis 2020 pratiquement plus d'or ou d'argent à l'état naturel. Puis l'acidification des océans. Qu'est-ce que c'est? Quelques petits chiffres pour nous permettre de savoir et de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe sur notre planète, à savoir par exemple, et de l'impact du numérique sur notre planète, à savoir qu'aujourd'hui, environ 40 smartphones achetés dans le monde chaque seconde. Chaque seconde, on a 40 smartphones qui sont achetés. On a 280 milliards d'emails qui sont envoyés chaque jour. On a 50 millions de tweets qui sont publiés chaque jour. On a 31 pages imprimées par salarié dans chacune des entreprises. 50 milliards d'objets connectés chaque jour.
60 watts qui sont consommés par employé pendant ces 8 heures de travail, soit environ 2 radiateurs. D'un point de vue, déchets, en termes de déchets du numérique qui sont jetés par jour et par entreprise, on a l'équivalent d'un smartphone neuf qui est jeté. On a 0,2% d'eau qui est consommée seulement pour le numérique. 10% d'électricité seulement pour le numérique qui est consommée. À savoir que la plupart de cette électricité qui est consommée, elle est liée à l'extraction du charbon. On a 3,8% des gaz à effet de serre qui est généré par le numérique. C'est supérieur à l'aviation civile. Quand on parle d'état des lieux, le domaine qui a le plus d'impact sur l'environnement et qui a un impact le plus néfaste sur l'environnement, c'est les équipements, c'est les terminaux. Le cycle de vie d'un terminal commence par la matière première, puis à la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation et le cycle de vie. Et la fin de vie, pardon. On arrive de plus en plus à mettre en place des pratiques et grâce à l'évolution, mettre en place du recyclage de ces différents, du coup la valorisation de ces différents terminaux, à savoir que l'extraction de matières premières représente 80% de l'impact environnemental d'un terminal, à lui seul. Les avantages du numérique. On a tendance à beaucoup parler des inconvénients du numérique sur l'environnement. J'ai envie de faire un petit aparté sur les avantages qu'a le numérique et on va parler beaucoup des avantages et des projets qu'ont certaines entreprises et comment effectuer du coup ces bonnes pratiques. Les avantages du numérique sur l'environnement, sur le développement durable, d'un point de vue environnemental, c'est limiter massivement les déplacements. Grâce au numérique aujourd'hui, on peut se permettre de faire du télétravail, de travailler à distance, d'échanger avec des personnes qui se trouvent par exemple au Japon, à plusieurs milliers de kilomètres, sans avoir à forcément se déplacer. Grâce à ça aussi, on accroît fortement l'efficacité et on optimise énormément notre production, par le biais d'outils, par le biais de personnes qui développent des applications. On peut, grâce à ça aussi, grâce au numérique, modéliser de la biodiversité, pouvoir améliorer la biodiversité, améliorer tout ce qui est relatif à ça. D'un point de vue économique et social, grâce à l'évolution, on arrive de plus en plus à faire des équipements robustes qui deviennent recyclables, qui permettent de s'en resservir, qui permettent d'être riches et d'être hyper versatiles, de servir à plusieurs choses. On a de nouvelles façons de travailler qui voient le jour. Par exemple, encore une fois, le télétravail qui permet de travailler d'une façon différente, d'avoir des notions où on travaille beaucoup plus avec le numérique. De nouveaux emplois qui se créent, des nouveaux emplois qui permettent le développement d'applications, la création de machines automatisées. Le numérique est relatif à ça. On peut rester en contact avec des proches parfois éloignés, ce qui n'était pas possible à une certaine époque. L'inclusivité des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, certaines personnes en situation de handicap peuvent se permettre de travailler dans des domaines où là, ils n'auraient pas eu la possibilité de le faire lié à leur handicap. Certaines politiques, d'un point de vue politique, certaines lois sont créées comme la loi de protection des données, la RGPD, la loi d'économie circulaire, ou l'anti-obsolescence programmée qui empêche les sociétés de programmer la mort directement d'un terminal. Puis des directives comme l'éco-design qui permettraient à terme, pourquoi pas, c'est des directives qui sont en train d'être mises en place, à terme, pourquoi pas, mettre en place comme sur les vignettes des voitures, une vignette d'éco-design sur les différents serveurs des différents data centers. L'interdiction aux constructeurs de mettre des batteries directement inchangeables par le particulier. Puis la création de certaines normes qui permettent aussi l'évolution et le bien numérique sur l'environnement. Pour ça, d'un point de vue politique, en 2015, les Nations Unies, chacune des plus grandes nations au monde, se sont réunies à Paris en 2015 pour mettre en place 17 directives, 17 ODD, les objectifs de développement durable. C'est des objectifs qui semblent d'un premier point de vue utopiques, mais qui au final font que nous avons des objectifs communs de tous les pays et que nous allons dans le même axe de direction, protéger notre planète. Le numérique responsable, qu'est-ce que c'est? Le numérique responsable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Le but
de l'environnement, le but de protéger l'environnement, le but du numérique responsable, c'est de faire en sorte que demain, on puisse donner un système et une planète où les gens peuvent s'épanouir. Plusieurs normes sont mises en place. Le Green for IT, par exemple, qui est la réduction de l'impact environnemental du numérique d'un point de vue général. L'IT for Green, qui est l'utilisation du numérique pour limiter l'impact environnemental d'autres activités. L'Human for IT, qui permet de limiter l'impact social du numérique en donnant accès à l'Internet pour tous. Puis utiliser le numérique pour réduire l'impact social d'autres activités. Tout ça s'est mis en place. On va voir un petit peu après des exemples, juste après même des exemples de projets de certaines entreprises que certaines entreprises ont mis en place pour pouvoir protéger l'environnement et faire évoluer ça. Certaines entreprises, du coup, ont lancé des projets de Green IT totalement, qui ont chacun un impact dans leur domaine, dans des domaines différents. Ils en ont fait leur production, ils en ont fait leur métier. D'autres, c'est totalement pas leur métier. Ils cherchent juste à faire en sorte que tout le monde soit bien, tout le monde puisse travailler et puisse vivre heureux et épanoui dans un environnement sain. Parlons du projet Natic de Microsoft. Microsoft a créé en 2015, par le biais d'un Think Week, le projet Natic. C'est un projet d'émerger sous l'eau des data centers. Un projet qui aurait pour objectif de réduire les coûts de refroidissement des data centers qui ont une empreinte carbone très élevée. À savoir que plus de 15 milliards de dollars ont été dépensés par Microsoft pour la disponibilité de plus de 200 services en ligne. Que environ 15% de ces 15 milliards de dollars sont liés au refroidissement des serveurs. En août 2015, le projet s'est lancé en Californie. Une équipe a décidé d'immerger un data center sur un principe des sous-marins à plus de 30 mètres enfouis sous l'eau, afin que les serveurs soient refroidis directement par l'eau de mer. Et on s'est rendu compte, les chercheurs se sont rendus compte, les personnes qui ont créé le projet se sont rendus compte que le système de refroidissement était relativement fiable. Alors, ils ont décidé de sortir cette cuve de 3 fois 2 mètres de l'eau pour pouvoir partir sur un autre projet en juin 2018, pour lancer un deuxième projet en partenariat avec Naval Group, une société française qui est spécialisée dans le commerce maritime et dans le recyclage de conteneurs maritimes, de travailler avec Microsoft pour pouvoir immerger ses serveurs. Aujourd'hui, en 2018, Microsoft s'est penché sur le fait de plonger des serveurs à 30 mètres sous l'eau, en proche de récifs d'Irlande, ce qui éviterait du coup les coûts de refroidissement, et ce qui a permis du coup à Microsoft de mettre en place des mesures et des mesures de recherche, toujours dans une phase de test, dans un point de vue de test, de mettre en place des notions de protection de leur système. À savoir que ils l'ont plongé en juin 2018, ils ont décidé de plonger 860 serveurs, environ 860 serveurs, qu'avec le recul, au bout de 2 ans, Microsoft s'est rendu compte que seulement 8 serveurs, soit 1% des serveurs qu'ils ont plongés, étaient tombés en panne, tout simplement. Ce qui est relativement faible par rapport à un data center terrestre classique. Et les hypothèses seraient liées au fait que sous la mer, à 30 mètres sous la mer, on n'envoie pas de techniciens pour pouvoir dépanner un serveur. En septembre 2020, Microsoft a décidé d'écourter le projet, de sortir le data center de l'eau, à savoir que ce data center, durant les 2 ans, n'a pas été coupé une seule fois. Aucune perte de connexion n'a été vue par rapport à ça. En le sortant, on s'est rendu compte qu'un écosystème total s'était créé autour du conteneur, et que l'impact du réchauffement de l'eau n'était pas réel, que l'eau était beaucoup trop froide pour pouvoir se faire réchauffer par les savants.
Donc de septembre 2020, c'est relativement récent. Aujourd'hui, on manque encore beaucoup d'informations sur ce que compte faire Microsoft vis-à-vis de ça. L'objectif de la phase 3 de ce projet serait de se concentrer sur la phase de test et les cycles de vie des serveurs à l'intérieur. Savoir si on pourrait les déployer beaucoup plus longtemps, savoir combien de temps on pourrait les déployer, et savoir si c'est possible de s'en servir de templates, étant donné que les océans sont tous relativement pareils par rapport à la différence entre deux data centers terrestres qui seraient aux quatre coins de la planète et qui auraient des restrictions environnementales et une gestion des risques liés à l'environnement. Euh, En plus de ça, un indice énergétique qui pose ses bases sur un indice de 1.0. Le projet Natic a un indice de 1.07, ce qui est relativement propre par rapport à l'environnement. Ce qui veut dire que les serveurs, c'est lié au fait qu'ils soient directement connectés d'un point de vue énergétique à des infrastructures vertes. Et le but à terme aussi, c'est que ces data centers soient autosuffisants, ce qui veut dire qu'ils pourraient s'auto-alimenter suite à la création d'énergie liée à l'hydraulique, liée au vent et à tout type d'infrastructure auto-alimentée. On va passer à un projet d'IT for Green. L'IT for Green, on va parler de Back Market, une société française aussi. Société française, une start-up française qui a commencé il y a quelques années, qui s'est basée sur un modèle économique qui est l'ubérisation. L'ubérisation qui sert, grâce aux nouvelles technologies, mettre en relation des professionnels et des clients. Ce qui vient contrer les 30 glorieuses du salariat classique et aide au développement de l'indépendantisme, un développement durable, économique et social. Euh, Aujourd'hui, on rencontre quelques problèmes au niveau de ce procédé, des problèmes d'éthique, typiquement par rapport à des habitudes que nous n'avons pas euh, d'un point de vue salarial, qui, grâce à l'évolution, font en sorte que nous pourrons arriver à un procédé qui fera du bien au patronat, au salarial et aux salariés. Euh, un autre point de vue différent par rapport au développement durable, c'est le reconditionnement. La production de back market, c'est de mettre du coup, en relation des professionnels du reconditionnement, des professionnels du reconditionnement de terminaux, ce qui représente les terminaux qui sont le plus élevés d'un point de vue empreinte carbone sur notre planète et qui représente un développement durable environnemental. Back market permet à n'importe quel particulier de revendre son terminal pour pouvoir le réparer, de donner une seconde, deuxième, voire peut-être troisième ou quatrième vie, et peut-être plus à terme, à des terminaux qui sont coûteux pour l'environnement. D'un point de vue politique, la production de back market permet de mettre en place une lutte contre l'obsolescence programmée qui vise à freiner la surproduction de terminaux informatiques liés aux constructeurs qui se permettent de décider de la mort d'un terminal et Back Market contre ça grâce à la réparation des différents terminaux. Quand on parle d'IT for Human, on parle de la mise à disposition de la connaissance pour tous. Un projet encore français qui permet de lutter contre la précarité orthographique. C'est le projet Voltaire qui vise à mettre à disposition par le biais d'un logiciel l'étude et l'évolution de la maîtrise de la langue du client. Celui-ci permet de lutter contre la précarité orthographique, comme je vous ai dit. Il est adopté par plusieurs entreprises, ce qui permet de professionnaliser les différents collaborateurs de cette entreprise, les différents salariés de cette entreprise, qui permettent de professionnaliser, de responsabiliser d'un point de vue orthographique, puisqu'on a tendance à se rendre compte que les problèmes d'orthographe dans typiquement des mails, par exemple, seraient très vite apparentés à du phishing et seraient très vite apparentés à du manque de sérieux. Beaucoup d'entreprises ont adopté, beaucoup d'entreprises type call center, des centrales d'appel ou des services SAV qui mettent en place ça pour leurs salariés pour éviter qu'ils fassent des fautes d'orthographe dans leur réponse de mail. C'est de l'IT for Human, c'est le but que l'informatique serve au développement personnel de chacun des êtres humains. Pour Human for IT, nous sommes habitués de faire évoluer
l'environnement et le quotidien de ce qu'on crée et de toujours améliorer ce qu'on crée. Le peer-to-peer, qui a été pensé pour pallier au flux réseau, au flux réseau qui était faible au début des années 2000. Il est très très souvent apparenté à du contenu illégal, à des transferts de données illégaux, étant donné que c'était utilisé très souvent à l'époque pour télécharger des musiques illégales, illégalement, pardon, des films illégalement, par le biais de logiciels type Emule. Je pense que ça parlera à pas mal de monde. Euh, c'est aussi le procédé, et c'est comme ça que fonctionnent les crypto-monnaies aujourd'hui. Le transfert des crypto-monnaies se fait via peer-to-peer, donc c'est fini le procédé classique de client à serveur. Chaque terminal est un client, chaque terminal est un serveur. Euh, donc du coup, c'est comme ça que fonctionne aussi le dark web. Ça permet de chiffrer des données beaucoup plus facilement. Ça permet de chiffrer par petits paquets les données et pas de simplement chiffrer tout un package de données, pour faire simple, de chiffrer des paquets empaquetés. Il protège du coup l'anonymat des utilisateurs, il limite les ressources qui sont exploitées, et il permet aussi des échanges plus rapides de données. Donc l'amélioration et la sous-utilisation de terminaux pour pouvoir répondre à un service et à un besoin, typiquement de vitesse ou d'anonymat. Passons aux bonnes pratiques. Pour pouvoir se responsabiliser d'un point de vue numérique, il faut qu'on mette en place des bonnes pratiques, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit en entreprise, en tant que collaborateur, en tant qu'administrateur, en tant que responsable informatique. Euh, pour ça, dans un intérêt général, il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre, soit limiter la consommation des énergies fossiles. Il faut développer les énergies renouvelables, soit le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géométrie, le biocarburant, la géothermie, pardon, le biocarburant, lutter contre les déforestations tropicales, la consommation de ce qui est lié à ces déforestations, d'encourager la rénovation des habitats, soit des constructions de bâtiments bioclimatiques, des bâtiments qui sont autosuffisants ou auto-alimentés, qui permettent d'avoir un impact et une empreinte carbone relativement faible, de privilégier les transports en commun ou partagés, de limiter le gaspillage quotidien d'eau, d'énergie, de déchets ménagers et industriels, s'adapter à la hausse des températures. L'évolution passe par la responsabilisation de chacun et commence par la responsabilisation de peu importe notre rôle. En tant que collaborateur, en tant que première bonne pratique, on aurait tendance à conseiller de peser d'abord tout simplement le pour et le contre de chaque achat. Est-il réellement nécessaire? N'est-il pas possible de le recycler? N'est-il pas possible d'emprunter, de louer, Est-ce que c'est pas plus simple de trouver peut-être d'autres procédés pour pouvoir arriver à un besoin qui serait peut-être beaucoup plus économique, à savoir que une fois qu'on pense à une solution environnementale, on a tendance à faire beaucoup plus d'économies. N'allumer que le matériel nécessaire et l'éteindre totalement si on n'a pas besoin de l'allumer et de le laisser allumer. C'est-à-dire que comme fonctionnent aujourd'hui les différents clouds, les différents services web services que proposent tout type d'hébergeurs, on paye à l'utilisation. Et ben, on peut adopter cette façon de penser et ce procédé-là. Ne pas laisser allumer. On peut, à savoir, c'est des tips, forcément, des bonnes pratiques qu'on ne connaît pas, mais privilégier le mode sombre sur nos applications. Le, le mode sombre, c'est utiliser des pixels noirs au lieu d'utiliser des pixels blancs. Ce qui va permettre à notre terminal de consommer beaucoup moins d'énergie en interne du terminal et du coup de le garder beaucoup plus longtemps, mais aussi quand on fait appel à des services web, d'utiliser ces services web et de moins consommer d'énergie dans ces services web qui sont hébergés dans différents data centers un peu partout sur la planète. Utiliser le plus de raccourcis possible lorsque nous devons surfer sur le web. C'est-à-dire que quand on tape YouTube sur Google ou Facebook sur Google, on va avoir tendance, le chemin il est simple, on va se connecter à Google pour pouvoir se connecter à YouTube ou Facebook. L'utilisation des terminaux fait que le chemin est beaucoup plus rapide.
Acheter d'occasion et revendre des terminaux, comme je vous ai dit précédemment, Back Market propose des services comme ça. C'est pas la seule entreprise, beaucoup d'entreprises proposent ça, de pouvoir prendre du reconditionné, de pouvoir revendre des terminaux, ne pas les laisser mourir, ne pas les jeter, ne pas toujours essayer d'en faire quelque chose et de leur donner une seconde vie. Bloquer la lecture automatique des vidéos en streaming. Nous, on a tendance à laisser sur typiquement YouTube ou Netflix la lecture automatique des vidéos et s'endormir par exemple devant ou qui au final vont aller faire des appels dans différents data centers, dans différents web services. Limiter aussi les données que nous faisons circuler dans le cloud. Typiquement, enregistrer une vidéo dans le cloud juste pour se la transférer de son téléphone à son ordinateur. C'est faire un appel et c'est poser les données. Poser les données sur un data center, c'est donner nos données et c'est utiliser des ressources. Toujours en tant que collaborateur, on le dit jamais assez, nettoyer régulièrement ses boîtes mail. Comme je vous l'ai dit précédemment, les mails ont un impact énorme sur l'écologie par rapport à ce qu'on peut croire. Ça peut paraître simple. Juste nettoyer sa boîte mail empêche le fait qu'il soit stocké sur un serveur et qu'il consomme encore une fois des ressources. Toujours le même procédé. Nettoyer régulièrement ses applications non utilisées. C'est-à-dire supprimer les applications qui ne nous servent pas, qui, elles, font des appels en tâche de fond, on installe une application qui ne nous sert pas depuis 2 semaines, 3 semaines, et au final, on se rend compte on s'en sert plus, qu'on s'en servira plus jamais. Mais cette application, sans le savoir, fait appel à des différents processus, que ce soit en web ou que ce soit en interne, qui vont consommer, même infiniment, mais infiniment, c'est beaucoup. En tant que responsable informatique, il est important, en premier lieu, de sensibiliser ses collaborateurs. Mettre en place des stratégies d'extinction, de mise en veille de postes, d'éteindre les postes par GPO, par exemple, pour ceux qui connaissent, par le biais de différents communiqués, de mettre en place des scripts qui permettent des stratégies d'extinction, de mise en veille, de tous ces procédés-là, réfléchir à comment faire en sorte que ce soit mieux et de moins consommer d'énergie. Moins consommer d'énergie, c'est faire des économies, c'est protéger la planète. Encore une fois, c'est toujours le même procédé. Comme je disais, mettre en place des scripts, des règles de nettoyage. Pour les mails, c'est la même chose. On a la possibilité de le faire, c'est juste qu'on ne pense pas forcément à le faire, qu'on n'a pas forcément des fois le temps ou l'envie de vouloir se pencher sur ça et qu'on a une production et un métier à faire. En tant que responsable informatique toujours, on peut mettre en place des stratégies de recyclage lors des mises à jour de parc, à savoir que beaucoup encore aujourd'hui sur notre planète, on a beaucoup de personnes et de communautés qui sont en manque de terminaux informatiques, qui manquent de ça, qui manquent de la connexion, qui manquent d'être connectés à Internet, qui permettrait d'améliorer leur environnement. Aujourd'hui, beaucoup d'associations permettent de récupérer ça, des écoles, pareil. Toujours essayer de penser à qu'est-ce qu'on peut faire du recyclage. Est-ce qu'on ne peut pas se servir aussi de notre ancien parc pour mettre en place des solutions qui ne sont pas forcément demandantes en SLA, en service. On peut étudier à court, à moyen. L'important, c'est d'étudier aussi à court, à moyen et à long terme chaque achat. Donc, comme je vous disais précédemment, d'un point de vue collaborateur, en tant que responsable, c'est la même chose. La location, l'achat d'occasion et le reconditionné. La connaissance du cycle de vie de ces achats, donc se renseigner sur les fournisseurs, sur nos fournisseurs, que font nos fournisseurs, où est-ce qu'ils se fournissent, comment ils fonctionnent. Dans le textile, en général, c'est de la même façon. Savoir typiquement certaines marques exploitent dans d'autres pays des enfants ou quoi. Le numérique, c'est la même chose. Connaître ou peut-être privilégier pour des choses qui sont moins, moins importantes, le commerce à l'achat à court chemin ou acheter en local. Beaucoup de sociétés proposent des solutions qui sont relativement bien par rapport à ça. Typiquement, en France, on a une société qui a créé le Fairphone, qui a seulement une dizaine de vis et qui permet à chacun des collaborateurs de réparer tout seul son téléphone. Est-ce que c'est pas intéressant de mettre plutôt à disposition d'un collaborateur un Fairphone qu'un iPhone qui va lui servir que quand il n'est pas sur site? Ces bonnes pratiques, c'est possible de les mettre en place en entreprise, dans nos vies personnelles, mais les deux sont parfois étroitement liés. On se retrouve très vite dans les deux cas à mettre du mode sombre, que ce soit en entreprise, que ce soit dans nos vies personnelles. Dans les deux cas, il faut qu'on se dise qu'il faut être éco-responsable et numériquement responsable. Et voilà.
Alors pour toutes mes sources, j'ai été chercher directement sur le site de Green IT. Je vous invite à, si vous êtes intéressé par le sujet, vous renseigner sur ces différents sites. Le site de greenIT.fr. J'ai passé une certification gratuite que je vous invite aussi à faire directement, qui est proposée par Société Générale, qui s'appelle Green IT Programme, qui est en collaboration avec l'Institut INR du numérique responsable, l'Institut du numérique responsable. Je vous invite aussi du coup à vous connecter directement sur ce site, à aller directement sur ce site qui propose énormément de bonnes pratiques. J'en ai passé plein, j'ai beaucoup de bonnes pratiques qu'ils en proposent tout le temps, des nouvelles tous les jours sur la consommation et sur des stats, sur l'Institut du numérique responsable. L'intégralité de ces sources sont disponibles directement sur Internet et gratuitement. Pour conclure, on consomme du numérique, on est donc responsable de cet impact. Le but est qu'à terme, le numérique soit totalement vert. C'est un peu utopique comme façon de penser, mais ce serait bien que chacun puisse se sensibiliser et sensibiliser son entourage à savoir prendre des habitudes qui permettraient à notre planète de perdurer. Le développement durable, c'est pour l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite du coup via ce QR code à me retrouver sur LinkedIn, avec plaisir. Si vous avez des questions un peu plus tard ou que vous rencontrez des cas qui pourraient m'intéresser aussi, c'est un échange, hein, c'est entre vous, pareil par mail. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans le chat. Encore une fois, nous on les a récupérées. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre attention. Donc, on a quelques questions qui nous ont été remontées. Donc, la première, est-ce que les grandes entreprises ont déjà mis en place cette démarche de Green IT? Alors, comme je disais, typiquement, la Société Générale qui a mis en place une certification gratuite donc, que pourraient suivre différents responsables informatiques pour sensibiliser ça. D'autres grandes entreprises comme je l'avais en tête, d'autres très grandes entreprises qui mettent en place carrément un responsable du numérique pour pouvoir mettre en place des bonnes pratiques. D'un point de vue sécurité, c'est comme ce que je veux dire, c'est qu'on trouve des similitudes dans la sécurité informatique et dans la responsabilité du service informatique. Ça passe beaucoup par des bonnes pratiques, de la mise en place de solutions, de la mise en place de normes. Et pas mal d'entreprises commencent à mettre ça en place. Ça se fait de plus en plus. Il y a des petites sociétés qui proposent aussi aujourd'hui de faire des audits de responsabilité informatique pour d'autres sociétés. Et on avance beaucoup plus dans ce chemin-là parce qu'on se rend compte surtout, et c'est ça qui intéresse les entreprises, que mettre en place un numérique responsable, c'est faire énormément d'économies. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on passe à une autre question. Alors, ils disent, quelle trajectoire adopter pour atteindre l'objectif? Dans quel cas par rapport au... Pour quel objectif stratégique? Enfin, du comprendre. numérique responsable? C'est ça. Alors, comme je disais précédemment, les objectifs, c'est de faire en sorte qu'on réduise notre impact environnemental, de faire en sorte aussi de faire des économies. On se rend compte que du coup, le numérique responsable fait des économies, comme je vous ai dit précédemment. Et, le but, c'est qu'à terme, on puisse se servir du numérique et ne pas avoir d'impact sur le reste de l'environnement, sur le bien-être de certaines personnes dans certains pays, sur le développement durable d'un point de vue général, sur la déforestation, sur la suppression des ressources minières, par exemple, et qu'on puisse se servir du numérique qui aujourd'hui est un élément essentiel dans nos vies. Ok, très bien. On a une autre question qui dit, tout à l'heure tu as parlé de GPO, mais qu'est-ce qu'une GPO? Alors une GPO, c'est un petit peu technique. En entreprise, on met en place toute une architecture informatisée qui permet d'avoir des stratégies de groupe. Le GPO, ça veut dire stratégie de groupe. C'est mettre en place des stratégies qui permettraient, alors je vais donner un exemple, hein, c'est beaucoup plus simple avec des exemples, justement comme je disais précédemment, de mettre en place une stratégie d'extinction de tous les postes à 17h tous les jours. Il y en a vraiment des milliers et des milliers de types de stratégies qui peuvent être mises en place, de déployer juste un papier peint, un fond d'écran pardon sur les postes, sur les différents postes,
C'est vraiment comme ça qu'on peut gérer tout ce qui est masse, la masse informatique. La GPO, c'est spécialisé aussi, hein, c'est propriétaire à Windows, mais chez Linux, on a le même procédé avec on a le même procédé et dans tout plein d'architectures, on a le même procédé. Chez Apple aussi, on a le même procédé. C'est vraiment pour mettre en place des stratégies qui permettent de ne pas avoir à aller sur chacun des postes pour pouvoir l'éteindre ou l'automatisation d'une architecture complète, quoi. Bah, c'est cut. Ah, c'est fini? Bah, Il n'y a plus de questions. ah, il n'y a plus de questions du coup? Ok, bah alors je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions, comme je vous ai dit, à me contacter. Je vais laisser la place à mes différents collaborateurs qui vont aussi vous présenter leurs sujets qui sont tout aussi intéressants, voire ceux qu'ils comptent avec intérêt nous raconter et avec passion nous raconter. Très bonne journée à vous.